messieurs. Bienvenue à tout le monde, à tous les amis, à tous les anciens combattants et à ceux qui ont voulu se déplacer de je ne sais pas où. Mais en tout cas, on va essayer de vous donner, enfin personnellement, je vais vous donner un petit schéma, mais pour vous mettre un peu dans le ton, je vais raconter une blague que j'ai racontée d'ailleurs il y a quelques jours à Normal Sup, mais c'est pour vous, parce qu'il fait assez froid alors. Donc, alors il paraît que à un congrès à l'époque du chat, pas à l'époque d'aujourd'hui dans le nouveau système, il y avait un congrès sur Khayyam. Et puis il y avait un orientaliste, disons, des pays de l'Est. Bon, en général, les orientalistes, ils parlent assez bien, mais enfin, ils ont quand même, si vous voulez, des problèmes d'intonation. Et sur certains mots, ils calent. Et alors, il est monté à la tribune, on a dit, le professeur XYZ, je ne sais pas. Et il a dit, il a commencé comme ça son speech en disant... Khayyam bozorg بود. Alors, tout le monde... Et à chaque fois, il reprenait ça. Khayyam bozorg بود. Alors, à la quatrième fois, il y a quelqu'un qui a dit... Parce qu'il y a une différence entre Khayyam et Khayyam. Si vous voulez, l'équivalent, c'est ça. Il répétait chaque fois, mes couilles sont énormes. Et il le répétait 2, 3, 4 fois. Alors, on a dit, écoutez, faites-le descendre, parce qu'il y a des dames dans la salle. Alors ça, c'est pour vous mettre un peu en train. Et mis à part ça, je vais vous donner quelques éléments sur mon livre, mais naturellement, il faut le lire, de préférence, pour pouvoir discuter ensemble du livre. Et puis, Khayyam est très connu en Occident, naturellement aussi en Iran, mais peut-être c'est grâce à Fitzgerald que Khayyam a été connu un peu plus en Iran. Alors, comme l'a dit M. Salamantian, ce petit essai vous invite à une promenade poétique et philosophique dans l'œuvre de cet homme à plusieurs casquettes. Un esprit universel du genre Avicenne, Vinci, Goethe et consorts. Pour vous mettre encore en train, alors je récite un de ses meilleurs quatrains ou sonnets, ترانه d'après صادق هدایت. می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. Alors en français, c'est ma traduction. Boire du vin, être gai, voilà ma manière de vivre. Être par-delà la religion et l'irreligion, telle est la foi qui m'enivre. À la fiancée de l'univers, j'ai demandé quel était son douaire. Elle m'a répondu, rien que ton cœur ivre. Alors, je crois que la plupart d'entre vous, vous connaissez l'importance de la poésie en Iran, que ça soit autrefois et même actuellement. C'est ce que Darius Shogun a évoqué avant sa disparition dans un de ses livres. Il parle de Sha'iranegi. Chez les Iraniens, presque tous les Iraniens prétendent qu'ils sont poètes. C'est presque, ça fait partie de leur culture. Alors, très souvent, ils sont des rimailleurs, mais ils disent que moi, je suis poète, et puis parfois, ça sonne bien. Alors, cette importance de la poésie a été reconnue des Persans, la poésie persane, par les grands, enfin, vous connaissez très bien Goethe, Aragon et tous les autres.
Nietzsche même, qui a évoqué dans ses ouvrages et dans plusieurs citations. Oui, il a même fait composer un petit poème pour Hafez. En tout cas, tout le monde reconnaît la spécificité iranienne qui est la poésie. Et alors, pour Shaironegi, moi j'ai proposé Poésie Mania. Alors même, vous savez que le guide, il a ses poètes de cour, il les reçoit une fois par mois, grosso modo. Alors, les poètes de cour viennent, naturellement, ce ne sont pas des vrais poètes, ce sont des rimailleurs, mais ils viennent, et puis, même parfois, le guide intervient. Donc, vous voyez, imaginez Macron recevant ses ministres chaque mois, et puis évoquer. Donc, ça, et même au Parlement, quand se disputent les parlementaires, alors, quand ils veulent insulter l'autre, alors ils trouvent un passage de Ferdowsi, mais c'est très joli parce que l'autre comprend tout de suite ce qu'il sous-entend. Alors, il lui balance un poème de Ferdowsi, ou etc. Par exemple, آخر پاییز چی؟ آخر پاییز چی میگن؟ جوجه رو میشود. Alors, l'équivalent, c'est un peu qui vivra verra, un truc comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut traduire plus ou moins. Alors, tout le monde, même dans le langage quotidien, vous avez ce primat de la poésie. Et alors, en plus, c'est aussi stratégique aussi. C'est parce que comme ça, vous pouvez dire des choses indirectes. Et aussi, non, moi, je n'ai pas dit ça, j'ai voulu dire ça, etc. Donc, ça permet d'esquiver, si vous voulez, et garder sa réserve, de ne prendre pas position. Les Iraniens, ils sont maîtres dans ces choses-là. Et Gobineau avait été l'un des premiers à évoquer ce qu'on appelle le ketmon. Hein, c'est l'autocensure des Iraniens. Il avait vu ça et c'est très difficile. Les diplomates savent que, par exemple, quand vous voulez parler de façon très cartésienne avec un Iranien, ça ne marche pas. Parce que l'autre, il répond dans son style un peu normand. Hein. C'est le style peut-être ben oui, peut-être ben non. Le langage direct n'existe pas chez les Iraniens. Peut-être que maintenant, avec les nouvelles générations, ça a changé naturellement. Mais il y a 50 ans, par exemple, vous aviez toujours cette chose qu'ils vous répondent, ils répondent surtout aux étrangers, de façon indirecte. Et l'étranger, il est surpris, il ne sait pas quoi faire. Alors donc ça, c'est un premier point. Et je vous donne un exemple. On racontait, encore c'est un joke, que comme dans des systèmes plus ou moins dictatoriaux, enfin l'Iran a eu toujours une histoire tragique, hein, c'est pas seulement aujourd'hui, hein, ça date même de l'époque achéménide, avec des hauts et des bas naturellement, mais c'est une histoire entièrement tragique, avec des dynastes, enfin un peu moins mauvais, mais généralement mauvais, ou des pouvoirs intolérants, etc., etc. Mais pour vous donner, à l'époque du Shah, où la situation à certains niveaux était bien meilleure qu'à l'heure actuelle, mais à d'autres niveaux, c'était quand même un système, disons, plus ou moins despotique. Alors, par exemple, à l'époque du Shah, il y a un kidam qui passe, et puis il demande à un type qui était là, il dit « Quelle heure est-il » Alors le gars, il le regarde, et il dit « Quelle heure est-il » Vous savez, il y a une horloge sur la place, moi, j'ai aucune opinion. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est assez ancré, moins maintenant chez la jeunesse d'aujourd'hui,
Et ça a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé naturellement, mais c'est ancré dans la culture iranienne, ce langage qui est à la fois poétique, mais aussi stratégique. On le garde, on préfère comme ça répondre à côté. Hein, c'est le ketman, le tarier. Donc vous voyez, et c'est pour ça que tous les gens qui se prétendent poètes ou qui sont poètes, ils sont malmenés, même aujourd'hui. Hein, vous avez des tas de poètes qui sont en prison parce qu'ils ont proposé des poésies qui n'étaient pas tout à fait musulmans, si vous voulez, ou catholiques, comme vous voudrez. En tout cas, je vous donne ces éléments généraux pour vous dire que pour nous engager dans le cas d'Omar Khayyam. Alors, Omar Khayyam, vous savez, c'est quelqu'un qui est considéré par les Occidentaux depuis 1859, après la fameuse traduction de Fitzgerald, qui est une transposition, une adaptation, si vous voulez, de Khayyam, mais très réussie parce que Fitzgerald était très doué. C'était un poète. Et potentiellement, il était poète, donc il a fait ce qu'il fallait, il a transmis la poésie et l'esprit de Khayyam. Mais pour les spécialistes, quand on essaye de comparer, on voit qu'il y a un gros décalage, mais ça fait rien. C'est ainsi qu'il est devenu, il y a eu ce grand succès, disons à partir de 1870, à Londres notamment, mais partout, tout le monde parle de Khayyam. On ne parle pas de Hafez Saadi, etc. Très peu, sauf dans les milieux peut-être universitaires. Mais Khayyam est connu de tout le monde. Et donc, tout le monde évoque Khayyam. Et alors, pour l'Occident de l'époque, tout le monde dit que Khayyam est un grand poète. En Iran, c'est le plus grand poète. Alors que pour les Iraniens, même maintenant, c'est un poète, mais c'est un poète à la fois maudit et mineur. C'est-à-dire que grâce à Fitzgerald, tout le monde est revenu vers Khayyam, notamment Sadr Hidayat. D'ailleurs, Philippe, j'ai un petit souvenir, parce que moi je suis arrivé ici à 5 ans, 6 ans, et puis Sadr Hidayat, et à l'époque, il fréquentait mon père, ou mon père le fréquentait plutôt. Et donc j'ai ce souvenir de Sadr Hidayat 5-6 mois avant qu'il se suicide. Il se suicide. J'allais à cette école qui est à côté. Donc, si vous voulez, je fais un petit bref rappel que depuis mon enfance, comme mon père était un spécialiste de Khayyam, donc à l'époque, je ne comprenais pas grand-chose, naturellement. Je ne savais pas qui ce monsieur qui venait me tapoter la joue, c'était Sadr Hidayat. Et Sadr Hidayat a été le grand pionnier de la khayyamologie, si vous voulez, et lui, il a fait connaître effectivement Khayyam. Un des grands de la khayyamologie, c'est Sadr Hidayat. Mais bon, après, j'essayerai de vous donner d'autres, parce que la vision que Sadr Hidayat a diffusée, c'est une vision assez discutable. Alors, donc, je vous disais, au XIXe siècle, on parle en Iran des grands, les 5 grands, disons, Nizami, Hafez, Saadi, etc. Mais Khayyam, on n'en parle pas tellement. Notamment parce qu'il est plus ou moins considéré, il sent le fagot, comme on dit, et il est presque considéré comme un mécréant. Je reprendrai la chose plus tard, parce qu'il n'est pas athée. Il faut distinguer athée et mécréant. En tout cas, les Iraniens, donc, vers 1870-80,
il y a des Britanniques qui vont voir le roi Qajar, ils vont le voir, et Nasreddin Shah, ils vont le voir et puis ils lui disent que oui, alors écoutez, après les échanges diplomatiques et tout le reste, on voudrait aller à Neyshapour, la ville de Neyshapour, et on voudrait aller voir la tombe de Khayyam. D'ailleurs, à cette époque-là, tout le monde s'en foutait de la tombe de Khayyam. Hein. C'était dégueulasse, c'était, etc. Alors il y a Nasreddin Shah, il dit, pourquoi vous voulez voir Khayyam? Il dit, ah ben c'est votre grand poète. Un grand poète? Mais non, c'est pas notre... Il répond, je résume, il répond, ben non, c'est pas notre... Non, oui, aussi, il a fait de la poésie. Mais moi, Nasreddin Shah, je suis plus fort que lui en poésie. Et j'ai à ma cour une dizaine de poètes qui savent manier le verbe beaucoup mieux que lui. Alors, ils sont étonnés, les Britanniques, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, et donc, pour vous dire que officiellement, Nasreddin Shah dit que c'est un poète mineur, puisque moi, je suis supérieur à Khayyam. Enfin, il prétendait être, mais lui aussi était un rimailleur comme la plupart des Iraniens. Et c'était pas un vrai poète, mais de toute façon, il trouvait la rime. Hein. C'est un peu comme Monsieur Jourdan qui fait de la prose, vous voyez, c'est un peu dans le même style. Alors, ça, c'est la première chose, il faut s'arrêter là-dessus. Donc, Khayyam, lui-même, pendant toute sa vie, il n'a jamais dit qu'il était poète. Alors, apparemment, d'après les données qu'on a, hein, il disait que ici, je dois passer pour un astronome, un grand matheux, un scientifique. D'ailleurs, on l'avait engagé pour ça. Donc, et il ne fallait pas qu'il prononce qu'il fait de la poésie. Et donc, parce que c'était mal vu d'être poète déjà à l'époque. Mais les week-ends, quand il retrouvait ses amis, alors il disait, voilà, j'ai fait Doroboy. Alors le Roboy, vous savez, c'est encore une forme poétique assez populaire. C'est pas comme le Racidé ou comme le Ghazal. Hein, c'est assez, c'est pas facile. Je veux pas dire que c'est très souvent profond, mais je veux dire que en général, on chantonnait avec les. C'est pour ça que Sader Hidayat parle de Taranahay Khayyam. Il dit pas Robaï, enfin pour d'autres raisons naturellement, mais il dit Taranahay Khayyam. Il préférait le mot Tarané, mais si vous voulez, donc c'est d'ailleurs, d'après les spécialistes, on dit que les Khayyam, le Robaï, est d'origine persane. Tandis que les autres, c'est arabo-persan. Hein, mais le Robaï, c'est carrément iranien ou persan, si vous voulez. Donc il y a ces petites subtilités qu'il faut avoir à l'esprit quand on aborde Khayyam. Alors Khayyam, il y a une fameuse histoire qu'on a racontée 2 siècles après. On a raconté que, vous pourrez lire à la fin si vous avez l'intention de le lire, c'est à la fin, il y a toutes les données de ce récit qui est Seyyare Dabestani, hein, c'est très connu, et même à l'époque du Shah, dans les livres scolaires, on évoquait parfois les Seyyare Dabestani. Ben, avec la Révolution, ils ont enlevé, parce que Khayyam, naturellement, maintenant, c'est très très mal vu. D'ailleurs, il y a une liste noire. On dit que pour la République islamique, on reconnaît seulement, je crois, 70, pas plus. Et je me rappelle que quand Daoud Rachidi était encore vivant, il y a une vingtaine d'années, on voulait monter un spectacle sur Aragon. Et là, il y avait des passages que j'avais choisis
certains Roboï de Khayyam. Alors, avec Daoud Rachidi, on est allé à ce qu'on appelle le ministère Ershad, Fizarat Ershad. Et là-bas, on a attendu une bonne heure. Et puis finalement, comme il était très connu, Daoud Rachidi, alors ils sont venus s'excuser, mais vous savez, monsieur Rachidi, nous, on ne peut pas adhérer à ces 3 ou 4 sonnets, ou à ces 3 Roboï, parce que c'est dans la liste noire. Alors, parce que, effectivement, tout à l'heure, je vais vous réciter la liste noire, une partie de la liste noire. Et donc, déjà, il y a 20 ans, quand vous vouliez travailler ou faire quelque chose avec les Roboïotes de Khayyam, il y avait déjà cette liste. Et donc, alors maintenant, c'est la même chose. Hein. Alors, il y a environ, je crois, si je ne me trompe pas, 70 Roboï qui a accepté par la République islamique. Mais le reste, non. Alors, en plus, vous savez, comme lui, il ne se prétendait pas poète, sa poésie a été transmise peu à peu, en persan on dit de poitrine vers une autre poitrine, ciné, bessiné, donc sous une forme orale. Comme beaucoup d'autres poètes, hein, il y a une tradition orale, et puis aussi c'était chanté. N'oublions pas que Hafez et tous les grands poètes, et même les philosophes iraniens, ils faisaient de la musique. C'est pour ça que là, vous verrez, il y a une clé de sol, là, dans les pages. C'est qu'en fait, Khayyam aussi chantait ou jouait avec, je ne sais pas quoi, en tout cas, il faisait de la musique. Donc, c'est toujours des poètes musiciens. Et même des théoriciens, comme Farabi, par exemple, c'est un théoricien de la musique. Donc, il y a tout ça qu'il faut tenir compte quand vous approchez un poète iranien. Et alors, je reviens sur ce que je vous ai dit. Khayyam, quand il travaille pour Nizam al-Mulk, il ne lui dit pas que moi je suis poète. Non, il lui dit moi je suis astronome, matheux, etc. Et puis aussi, alors là c'est assez important, vous savez que Khayyam, il était médecin aussi. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. C'était des gens un peu style Vinci, ils maîtrisaient plusieurs savoirs, etc. Et il devait même connaître le fiqh, la jurisprudence islamique. Et lui, on appelait à Neyshabour Khayyam, Hakim Khayyam, Imam Khayyam. Alors c'est pour ça que je vous dis que ça c'est important, parce que Sadr Doyat et beaucoup d'autres interprètes ou commentateurs, surtout de gauche, les gens de gauche, ont donné, si vous voulez, une vision un peu gauchisante de Khayyam. Mais non, c'était, je reviendrai là-dessus, c'était un musulman. Il était musulman comme Hafez, d'après moi et d'autres gens qui ont donné tous les éléments. Donc c'est pas du tout ce que Sadr Doyat a évoqué. C'est pas un athée. C'est un musulman, mais hétérodoxe. Hafez, il est musulman, mais hétérodoxe. Le soufisme, c'est hétérodoxe. Alors, à l'époque, c'est tous les gens qui ne pensaient et ne voyaient pas l'islam sous votre angle, on disait que c'est un kafar. Mais kafar, c'est pas athée, c'est mécréant. Il y a un grand historien français qui s'appelle Lucien Febvre, et il avait écrit un magnifique livre sur la religion de Rabelais. Rabelais, alors il évoque, il dit que oui, Rabelais, c'est quelqu'un d'exceptionnel et tout ça, mais il est incroyant, il est mécréant, mais il n'est pas athée. C'est pas ni un homme de la Renaissance, ni un homme de, si vous voulez,
plutôt du XVIIe, XVIIIe siècle, des Lumières, et il démontre que Rabelais est mécréant. Donc il critique la religion, mais à l'intérieur, si vous voulez, du cadre religieux. C'est la même chose pour les grands poètes iraniens. Donc, on ne peut pas les transformer en matérialistes, en athées, etc. C'est une erreur. Il faut plutôt voir Hafez en contestataire de la religion dominante. Et la même chose pour Attar et tout le reste. Alors, parce que ce n'était pas possible à cette époque d'être athée. Déjà même maintenant, hein, il ne faut pas trop le dire si vous êtes athée. Hein. Donc, je veux dire, donc, il y a tout ça qu'il faut tenir compte pour Khayyam notamment. En tout cas, Khayyam, il a été influencé notamment aussi par Abul Mahori, qui était un Syrien, qui pratiquement évoque les mêmes thèmes que Khayyam avant Khayyam. Il l'a même rencontré. Mais lui aussi, c'était quelqu'un qu'on peut considérer comme mécréant, mais pas athée. Hein? Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut tenir compte. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon texte. Et ça change un peu, si vous voulez, pour les interprétations qui existent sur Khayyam. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire, mais comme on n'a pas de temps, je préfère que vous posiez des... Donc, Omar Khayyam est un dilettante. Il fait de la poésie par plaisir, avec ses amis, et il leur dit, voilà, j'ai fait ça il y a 3 jours, écoutez mon quatrain. Et bon, ses amis, c'était seulement ses amis qui connaissaient ça. Mais heureusement, après, grâce, si vous voulez, à la transmission orale, ces quatrains sont passés d'un siècle à l'autre, etc., etc. Et notamment aussi une histoire qui a été évoquée par un historien, les 3 condisciples. C'est Yare Dabestani. Alors, les 3 condisciples, c'est Khayyam, Hassan et Sabba et Nizam ul-Mulk. Alors, cette histoire a été interprétée de diverses façons. Elle est venue jusqu'au XXe siècle. C'est Yare Dabestani. Alors, bon, pour certains orientalistes, un peu rationalistes, ils ont fait une première lecture un peu historique et aussi linéaire. Ils ont dit que oui, mais ça ne colle pas parce que, disons, lui, il a 10 ans de plus, l'autre, il a 15 ans de moins, alors ils ne pouvaient pas être ensemble, etc. Ils oublient aussi qu'à l'époque, les écoles théologiques, ce n'était pas comme à l'époque moderne. Chacun pouvait venir avec des différences d'âge et s'asseoir. Alors, même à la fin de sa vie, Khayyam va écouter un mollah très connu, un Hojatul Islam de l'époque, et qui est beaucoup plus jeune que lui. Khayyam a 82 ans, et ce grand théologien a 72 ans, par exemple, oui, quelque chose comme ça. Donc, l'enseignement dans les écoles théologiques, c'était comme ça. Vous pouviez devenir condisciple de quelqu'un sans avoir le même âge. Donc, ceux qui prétendent qu'il y a un décalage, c'est une vision positiviste, si vous voulez, à la fois de l'histoire, et basée sur seulement les dates de naissance plus ou moins supposées, parce qu'on n'est même pas sûr. En tout cas, ça c'est le... Deuxièmement, vous savez, dans la poésie persane, les récits, Maulana, Hafez, Saadi et tout ça, c'était hikayat. Alors, les hikayat, c'est des récits, mais il y a 2 niveaux. Il y a le niveau historique, hein, par exemple, comme Maulana parle d'un perroquet qui réussit à se sortir de sa cage.
bon, alors, si on le lit au premier niveau, on dit, mais il raconte n'importe quoi. Comment un perroquet peut sortir de sa cage? Ou d'autres histoires de Saadi, de Hafez. Les hikayat, il faut le lire à deux niveaux. Premier niveau, bon, linéaire, mais ça ne donne pas grand-chose. Mais après, c'est ce qu'on appelle le niveau, si vous voulez, Banteni. Donc, il faut lire à ce niveau-là, c'est au niveau ésotérique. Et c'est avec, si vous voulez, pour critiquer quelqu'un ou pour vous enseigner quelque chose, on passait par les hikayat. Donc, tout ce que raconte Saadi, plus ou moins, et Hafez et compagnie, et Khayyam, ce sont des récits à la fois historiques, mais aussi ésotériques, à des degrés divers. Donc, si on reprend cette histoire qui est transmise et qui raconte que les Seyyare d'Avestoni, donc il faut essayer de le lire au niveau, pas de la légende, du sens ésotérique, c'est qu'on voulait, à travers ces récits ésotériques, faire un enseignement moral. Alors, notamment, Seyyare d'Avestoni, qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire de morale? C'est que ces trois personnes qui pouvaient, même historiquement, être dans la même classe ou dans le même cours de théologie, mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est que on essaye à travers cette histoire d'enseigner que, vous voyez, quand vous jurez, quand vous faites un pacte avec vos amis, ils avaient dit que si un jour, toi, tu viens au pouvoir ou tu trouves un boulot intéressant, n'oublie pas que tes copains d'enfance, ou enfin de ces cours de théologie. Alors, apparemment, d'après l'histoire, ils ont dit que, bon, on jure, le serment, c'est quelque chose d'important, l'amitié, c'est très important, la solidarité, etc., l'entraide, etc. Vous pouvez faire des interprétations multiples sur ce fameux récit de Seyyare d'Avestoni. Et alors, on raconte qu'effectivement, l'histoire se déroule comme ça. Khosrow Vareste, qui était un francophone qui s'est installé en France dans les années 50, a donné sa version de cette histoire, et assez intéressante d'ailleurs. Alors, l'histoire, c'est voilà ce qui se passe. Le fameux Nizam ol-Mulk était devenu, si vous voulez, le bras droit du roi Seldjoukide. Et alors, le roi Seldjoukide, c'était des musulmans parvenus. Enfin, je vous dis ça parce que c'est intéressant pour la comparaison. Et donc, il recherchait le faste, si vous voulez, pour sa dynastie et tout ça. Et donc, il dit, il faut m'amener tous les intellectuels, tous les scientifiques de l'époque. Alors, on dit, oui, un certain Khayyam était connu déjà parce que c'était vraiment un génie. Khayyam, alors, il dit, oui, il y a un certain Al-Khayyami. Alors, son nom, c'est parfois Al-Khayyam ou Khayyam, Al-Khayyami. Et il écrivait ses poèmes en persan, mais ses ouvrages plutôt en arabe, de mathématiques et tout ça. Il était connu dans le monde arabo-musulman de l'époque. Alors, il dit, ah oui, ce fameux, essayez de le faire venir pour qu'il s'occupe de l'observatoire d'Ispahan et de Marv, etc. Et alors, c'est assez, disons, quand Khayyam a 25, 26, 27 ans, on ne sait pas exactement. Alors, on le trouve, il vient voir Nizam ol-Mulk, qui était le chef des chefs, parce que finalement, c'est lui qui décidait tout, le chancelier Nizam ol-Mulk. Et puis, alors il se regarde un petit peu, et puis il dit, mais au fait, je t'ai vu quelque part. Alors il dit, moi aussi, je t'ai vu quelque part, etc. Et il dit, c'est toi, je crois, Nizam ol-Mulk. Il dit, ah ben c'est toi, Khayyam. Il dit, oui, alors oui. Ah ben ils se reconnaissent, et puis, viens travailler pour moi.
Et au départ, il dit que viens travailler pour moi au sein du pouvoir. Alors c'est là que ça devient intéressant. Alors Khayyam, il dit, vous savez, moi, la politique, je ne connais pas, etc., ça ne m'intéresse pas. Et, je préfère la science, etc., etc. Et, mais, alors, il rétorque à Nézan Molmol qui lui dit, voilà, tu te rappelles, on était 3. Alors, Nézan Molmol qui dit, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est devenu, le 3e? Alors il dit, ah, mais de temps en temps, j'ai de ces nouvelles. Moi, je pense que ce qu'il te faut, c'est pas moi. Moi, je reste dans le domaine presque apolitique, si vous voulez. Je suis un savant. Mais lui, je crois que tu peux l'utiliser. Et d'autant plus qu'on a juré ensemble, etc. Ça, c'est la version, si on accepte cette version, hein, cette histoire. Alors, d'accord. Et donc, finalement, il fait venir Hassan et Sabah. Hassan et Sabah arrive, et puis il reste 4-5 jours. Il dit, mais il dit pas comme ça, mais il dit, mais ce Nézan Molmo, moi je suis ismaélien. Et c'est lui qui est en train de nous tuer. Moi, je ne peux pas rester. Et il ne reste pas. Alors, il est complètement étonné du refus de Hassan et Sabah, parce qu'en fait, c'était un savant. Après, on dit qu'il avait aussi des sympathies pour les... Mais en fait, il était d'abord un savant. Donc, il laisse, et toute la vie, avant que Nézan Molmouk soit assassiné par les agents de Hassan et Sabah. Alors, ce qui est important dans cette histoire, si vous voulez, vous avez 3 types d'hommes. Le savant, l'homme de pouvoir et l'homme de contre-pouvoir. Ça, c'est intéressant à analyser et ça marque l'histoire iranienne aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Être comme Nézan Molmol, comme Hassan et Sabah, etc. Donc, c'est très, très riche, enfin, si on développe la thématique. En tout cas, pour reprendre cette question, finalement, pendant on ne sait pas exactement, mais disons une vingtaine d'années, Khayyam est pris dans cet engrenage entre Hassan et Sabah et Nézan Molmol. Et il vit très mal. Il vit difficilement. Et en plus, il s'est aperçu que Nézan Molmol, c'est un maître dans la répression. Au petit déjeuner, il tue pas mal d'Esmaïlis, etc. Et alors les autres aussi le lui rendent, etc. Donc il y a toute cette histoire. Alors naturellement aussi, il y a cette fameuse histoire des Ismaéliens qu'on a racontée surtout depuis les croisades, et notamment Bernard Lévis, mais disons le grand... le grand orientaliste français, Henri Corbin, voilà. Alors Henri Corbin, il dit tout à fait le contraire de Bernard Lévis. Il dit que c'est pas des drogués, c'est une version fausse, etc. C'est des partisans du Assas et Islam. Donc c'est pas des assassins, hein, parce que les autres, enfin les Ismaéliens ont été traités pendant des siècles, comme jusqu'au 19e siècle, comme étant des assassins. Et alors, assassins dans le sens hashishi, hashishioun, etc. Et on a, si vous voulez, essayé de montrer ce visage-là. En tout cas, beaucoup de choses à dire. Par exemple, Nietzsche, il était plus malin que les autres. Nietzsche a toujours évoqué les Ismaéliens. Il a parlé des Ismaéliens comme des esprits libres. Alors vous voyez, totalement, contrairement à Hammer-Purgstall, etc. Donc déjà, on voit aussi le génie de Nietzsche. Il perçoit que c'est une façon mauvaise de... Alors, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais un peu vous réciter quelques passages qui peuvent vous intéresser.
Alors, d'ailleurs, au début de mon texte, j'ai évoqué la princesse Bibesco, et naturellement Lou Salomé, Lou Andreas Salomé. Alors, c'est Madame Bibesco qui était une amie de Proust, entre la poétesse Bibesco, qui est d'origine roumaine, hein, mais elle est française. Et en plus, poète, etc. Vraiment, elle est venue en Iran. Elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle Les 8 paradis. Essayez de le trouver, hein, c'est sublime, toujours même maintenant. C'est un livre très riche. Alors, dans ce livre, la poétesse, la princesse Bibesco, évoque un quatrain de Khayyam qu'elle qualifie avec une pointe de dérision de scélérat, précisant que la sale beauté de ces rimes a sauvé de l'oubli ou devait le laisser tout bon musulman. Alors, c'est assez amusant. Bien que je sois venu très humble à la mosquée, par Dieu, je n'y suis pas entré pour prier Dieu. Je suis venu pour voler un tapis de prière, que le péché use, et j'y suis retourné plusieurs fois. En fait, il allait à la mosquée pour... Ça, c'est Khayyam, hein. Il venait à la mosquée, mais pour voler les... Alors ça, c'est le premier. Le second que je vous raconte brièvement, 34. Alors, 34, ça va vous montrer l'atmosphère répressive dans laquelle a vécu le pauvre Khayyam. Les arcanes de l'univers sont inscrits sur le rouleau de mon cœur, mais je ne peux les divulguer, sinon je risquerai ma vie. Oui, je ne peux rien révéler à ces gens ignares et non avertis. Je préfère garder tout cela pour moi et préserver ma vie. Alors c'est l'espace tragique où vivait plus ou moins Khayyam, et il a proposé un art de vivre au temps des assassins. Vous verrez dans mon texte, j'ai évoqué tout ça. Un autre, 76, le destin. Alors, le destin joue un rôle considérable dans les poèmes de Khayyam. D'ailleurs, vous savez, d'après les spécialistes, il faut distinguer les vrais quatrains de Khayyam et les quatrains de style khayyamien. Hein, ça, il faut les... Alors, au maximum, même Sadr Hidayat ne donnait que 75 quatrains khayyamiens. Il considérait les autres comme non khayyamiens, d'inspiration khayyamienne. Mais enfin, en tout cas, c'est pour ça aussi que Khayyam ne s'est jamais considéré comme un grand poète. Quand vous faites seulement au maximum 300 quatrains, hein, vous dites que ce n'est pas une œuvre poétique. Donc c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu dire prétendre à ça. Mais comme c'était vraiment des quatrains fondamentaux qui reflétaient, si vous voulez, à la fois sa situation, il se confessait à travers ces quatrains. Donc, il le faisait pour à la fois s'épancher, pour ses amis, et aussi pour résister au contexte. Ça, c'est très important. Je vous laisse le dire. Alors, le destin, ce cultivateur, sema et faucha tant d'êtres comme nous. Mais à quoi bon de sombrer dans le chagrin? Emplis donc la coupe et pose la vite dans ma main. Je veux boire encore, car tout est décrété d'avance. Alors vous voyez, ça c'est, moi je les ai appelés, enfin les poètes iraniens, la plupart d'entre eux, je les considère comme des épicuriens tragiques. Donc si vous voulez, face à la répression, face au malaise qu'ils ont dans la société répressive où ils vivent,
Le premier, c'était Rudaki. Vous savez, Rudaki a été aveuglé. C'est une des versions qu'on donne de Rudaki. Et puis, ça, il le savait. Ibn Sina, il était toujours en fuite, plus ou moins. Donc, tous les poètes, tous les philosophes étaient persécutés depuis des siècles. Hein. Donc, c'est pour vous dire, donc, lui, il savait qu'il fallait qu'il fasse gaffe, qu'il fasse attention. Et donc, tous les poètes savaient que, c'est pour ça qu'on a ce quêtement dont je vous ai parlé, c'est que parce qu'on exécutait facilement à toutes les périodes de l'Iran. Bon, on dit aussi qu'à l'époque de Kourosh, ça allait mieux, c'était le premier, c'est le premier, si vous voulez, despote, disons, un peu, c'est le premier despote, mais un despote sage. Voilà, exactement. Alors, alors ça c'est encore 89. Alors, des choses un peu plus marrantes. Aujourd'hui, c'est le printemps de ma vie. Je veux boire du vin et m'adonner au plaisir. Ne me blâmez pas, car ce vin amer est exquis. Oui, il a vraiment le goût amer de ma vie. Et le dernier, quatrain, alors c'est magnifique, écoutez. Assoiffé, j'ai posé mes lèvres aux lèvres de la jarre pour lui demander le secret d'une longue vie. Elle mit ses lèvres sur mes lèvres et me murmura à part, « Comme tu ne reviendras plus jamais ici-bas, va donc boire ta vie. » Je vous remercie. Je vais donc, si vous voulez, avant que vous posiez vos questions, je vais vous présenter une petite cantatrice exceptionnelle qui a bien voulu m'accompagner ici. Et elle va vous chanter et montrer aussi ses capacités vocales sans musique. Alors, c'est Nika, et elle fait plus âgée, mais elle a 14 ans. Nika, je t'en prie. Alors, vas-y.